Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, au nom du Centre de droit bancaire et financier de l'Université de Genève, je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, la LTPM. Vous êtes 776 inscrits à ce webinaire, lors duquel nous allons aborder ensemble l'aspect LBA du projet, en particulier son application aux conseillers. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux intervenants de qualité que je n'ai plus vraiment besoin de présenter. Professeur Benoît Chapuis, qui, comme vous le voyez, est ancien professeur aux universités de Fribourg et Genève, ainsi qu'ancien avocat au barreau de Genève, et Katia Villard, qui est professeure associée à l'Université de Genève et directrice du Centre de droit bancaire et financier. Avant de leur passer la parole, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions tout au long via le Q&A dans Zoom et les slides du webinaire vous seront envoyés par mail après le webinaire. Katia, Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui et nous nous réjouissons toutes et tous de vous écouter. Katia, je te cède volontiers la parole. Merci Célian, merci beaucoup. Effectivement, Dr Béatrice Graff-Urny et Maître Sébastien Betchart vous ont présenté mardi dernier le volet transparence des personnes morales et il nous appartient aujourd'hui de vous présenter le volet révision de la LBA. Pas toutes les mesures, mais la mesure qui, il faut bien le dire, est la plus controversée, à savoir l'élargissement du champ d'application matérielle de la LBA. Où est-ce qu'on en est actuellement sur le plan du processus législatif? Donc, l'avant-projet et le rapport sont sortis en août 2023. Le projet et le message du Conseil fédéral sont sortis en mai 2024. L'objet est référencé sous le numéro 24046. Il est actuellement entre les mains de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États. La Commission est entrée en matière sur le projet global, mais elle nous a appris par un communiqué de presse daté d'août de cette année qu'elle avait décidé finalement de scinder le projet en deux et de consacrer un projet distinct à la révision partielle de la loi sur le blanchiment d'argent, qui aurait le projet global serait scindé en deux projets, le projet loi sur la transparence des personnes morales et le projet révision LBA. L'objectif, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'objectif me paraît assez clair. L'idée est de ne pas compromettre tout le pan loi sur la transparence des personnes morales qui n'est pas tellement controversé dans son principe, étant donné le caractère controversé des propositions de modification de la LBA, en particulier donc cette fameuse mesure relative à l'assujettissement à la LBA des conseillers. Un tout petit peu d'histoire très très récente. Ce débat relatif aux conseillers n'est pas complètement nouveau. Vous vous souviendrez certainement que cet assujettissement à la LBA, cette nouvelle catégorie de personnes, avait déjà été proposé lors de la dernière révision LBA qui avait été initiée en 2018 et qui est finalement entrée en vigueur en 2021. Et cette mesure avait provoqué une levée des boucliers de la part des professions concernées, ce qui avait bien failli faire capoter toute la révision dans son ensemble. Et donc, après des débats nourris et un aller-retour en commission, un compromis helvétique avait finalement été trouvé au sein de l'hémicycle. Le compromis était ensuite substance le suivant, à savoir, va de l'avant avec la révision de manière générale, mais on l'ampute de tout le volet relatif à l'élargissement du champ d'application matérielle de la loi. Cela étant, à ce stade-là, il était déjà très clair que cette mesure, cette proposition n'était pas définitivement enterrée. Lors des débats parlementaires, le représentant du Conseil fédéral, c'était à l'époque M. Wally Maurer, il avait été extrêmement clair là-dessus. Il avait dit une nouvelle mouture serait resoumise aux législateurs. C'est désormais chose faite. Nouvelle mouture qui se veut beaucoup plus aboutie que la précédente.
Je vais maintenant dire deux mots des motifs, finalement, du pourquoi cette mesure si controversée. Je passerai ensuite au cercle des activités qui seront peut-être, dans un avenir proche, soumises au régime anti-blanchiment et je présenterai brièvement les obligations qui seraient, que l'on propose être à charge des conseillers. Ce, avant de passer la parole au professeur Benoît Chapuis pour la question qui est évidemment sur toutes les lèvres dans le cadre de cette mesure, à savoir sa conciliation, sa réconciliation avec le secret professionnel. Bien entendu, Benoît, tu es le bienvenu pour compléter mes propos, ce que je vais dire maintenant. Alors, à l'heure actuelle, comme vous le savez, l'assujettissement au régime anti-blanchiment est essentiellement centré sur la notion d'intermédiation financière. Qu'est-ce que de l'intermédiation financière? Vous en avez une définition générale à l'article 2, alinéa 3 de la LBA. En résumé, l'intermédiation financière, c'est le fait d'exercer à titre professionnel un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales d'autrui. Pourquoi je dis essentiellement centré sur la notion d'intermédiation financière? Parce que, comme vous le savez également, dans une moindre mesure et des conditions très restrictives, sont également assujettis la LBA, ce que la version française de la loi nomme, ceux que la version française de la loi nomme les négociants. En réalité, le terme est un peu trompeur. Il ne s'agit rien d'autre que des commerçants qui sont donc assujettis au régime anti-blanchiment à des conditions restrictives, puisque c'est dans le cadre de paiements en espèces qui dépassent les 100 000 francs, même si dans le cadre de la révision LBA, mais on ne va pas, donc de l'actuelle révision LBA, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, le Conseil fédéral propose d'abaisser substantiellement cette valeur pour certaines catégories de négociants. Sur le plan pratique, la contribution possible des négociants à la lutte contre le blanchiment reste probablement limitée du fait que finalement la relation entre un commerçant et son client ne s'inscrit souvent pas dans le cadre d'un rapport d'affaires durable qui entraîne une certaine connaissance du co-contractant. Bref, tout ça pour vous dire que même si donc on a à l'heure actuelle catégorie qui est également soumise à la LBA, la lutte contre le blanchiment d'argent s'adresse quand même essentiellement au secteur financier et à l'heure actuelle, elle ne se préoccupe pas du secteur non financier. Donc, la mesure qui est proposée aujourd'hui, c'est l'élargissement du champ d'application matériel du régime anti-blanchiment à des activités qui ne relèvent pas du secteur financier au sens strict. Pourquoi cette mesure? Pourquoi cette proposition? Cette proposition provient du constat que le secteur financier n'est pas le seul secteur vulnérable au blanchiment d'argent, aux tentatives d'intégrer des fonds d'origine illicite dans l'économie légale. Vous avez d'autres activités qui sont également à risque, en particulier la création et la gestion de sociétés de domicile. Si vous prenez n'importe quel jugement pénal dans le cadre d'un schéma de corruption ou de blanchiment d'argent un tout petit peu complexe, vous constatez tout de suite qu'il y a systématiquement un nombre généralement assez impressionnant de sociétés de domicile impliquées dans ces schémas qui ont généralement été créées pour l'occasion. Est également à risque, comme démontré par plusieurs rapports, le secteur de l'immobilier, l'investissement de valeurs de provenance illicite dans la pierre, c'est également un moyen d'investir les fonds dissales dans l'économie légale. En d'autres termes, vous avez certes, sous l'angle du volet répressif, sous l'angle de l'article 305 bis CP, des valeurs patrimoniales qui doivent être impliquées à ce moment-là pour qu'il y ait un acte de blanchiment d'argent. Ça, c'est pour le volet répressif, mais évidemment, le volet répressif à lui seul n'est pas suffisant. Si le droit pénal est suffisant pour endiguer le problème, ça se saurait. Et c'est bien pour cela qu'on a tout le volet préventif, le système préventif de lutte contre le blanchiment d'argent qui
qui repose, vous le savez, sur la loi sur le blanchiment d'argent et ses ordonnances d'application. Et ce système préventif, lui, il vise avant tout à prévenir des actes de blanchiment d'argent pour éviter, cas échéant, l'intégration de valeurs patrimoniales d'origine illicite dans le système économique légal ou, si ces valeurs sont déjà intégrées, de les détecter. Et donc, dans ce cadre, on a toute une série d'activités. Par exemple, la création de sociétés qui sont des activités tout à fait légales, comme d'ailleurs l'ouverture de comptes bancaires, mais activités qui sont également identifiées comme à risque, car elles peuvent servir comme moyen de commettre ou de cacher des flux d'origine illicite. De nouveau, certes, à un moment ou à un autre, dans le schéma général, il y aura l'intermédiaire financier qui, lui, sera soumis à la LBA, qui va détenir le compte, mais dans ces schémas, l'intermédiaire financier n'est pas du tout le seul impliqué, et d'autres professionnels peuvent avoir finalement une perception plus globale d'une relation d'affaires, typiquement la personne qui, elle, va, elle, aider à la création de société ou va donner des conseils quant à sa gestion. Constat donc, d'autres activités que celles d'intermédiaires financiers ont un rôle qu'on appelle de gatekeeper à jouer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et ce sont des activités qui sont soumises, je le rappelle, depuis plus de 20 ans par les pays qui nous entourent au régime anti-blanchiment. La mesure fait partie des recommandations du GAFI et elle est également imposée par le droit de l'Union européenne. Face donc à ce constat que le secteur non financier est également à risque, qu'est-ce que le projet de révision propose? Le champ d'application matériel. Alors, par rapport à la révision de 2019 qui se concentrait vraiment uniquement sur la création et la gestion de sociétés de domicile, dans le projet actuel, vous avez davantage d'activités qui sont soumises à la LBA. En revanche, de nouveau par rapport à 2019, et on va y revenir, toute l'activité de représentation en justice est expressément exclue ne fait pas partie du champ d'application de la loi. Qui veut-on soumettre à la LBA? Le conseiller. Eh bien, qui est le conseiller? Le conseiller, ça peut être un avocat, un notaire ou toute autre personne qui prodigue des conseils juridiques en matière, des conseils en matière juridique et comptable et qui assiste son client à titre professionnel dans la préparation ou la réalisation d'une opération qui concerne la vente ou l'achat d'un immeuble, par exemple la rédaction d'un contrat de vente immobilière, ou qui concerne la création d'une société, d'une fondation ou d'un trust, par exemple le conseil concret sur le choix d'une structure juridique, la rédaction des statuts d'une société, opérations concernant la gestion ou l'administration d'une société, d'une fondation ou d'un trust, l'organisation des apports d'une société, la vente ou l'achat d'une société. La loi vise des personnes, tout ça ressort du message qui est assez détaillé, la loi vise des personnes qui exercent leur activité de manière indépendante ou au sein d'une structure indépendante. Le message précise que ne sont en revanche pas concernés les juristes ou comptables qui exercent leurs activités au sein d'une entreprise et pour le compte de cette entreprise sans offrir de conseils à des tiers externes à l'entreprise. Les prestations intergroupes ne sont pas non plus couvertes par la révision. Le mandat d'administrateur n'est pas davantage assujetti selon le message, à part, évidemment, si c'est le mandat d'administrateur d'une société de domicile, vu que dans ce cas, c'est déjà à l'heure actuelle considéré comme de l'intermédiation financière. Et puis, à titre professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? À titre professionnel, ça veut dire que, comme pour les intermédiaires financiers, et je me réfère à l'article 7 de l'OBA, eh bien, il va falloir atteindre certains volumes qui vont être définis dans une ordonnance du Conseil fédéral pour être qualifié de conseiller
au sens de la LBA. L'affiliation commence dès le début du mandat, ou enfin commencerait dès le début du mandat, ou dès qu'il serait reconnaissable pour le conseiller que son activité tombe dans le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent. Et puis la loi nous dit qu'est également conseillé la personne qui effectue à titre professionnel les prestations suivantes pour son client, à savoir la création d'une société, d'une fondation ou d'un trust, la fourniture d'une adresse ou des locaux destinés à servir de siège à une société, une fondation ou un trust, ou encore la fonction d'actionnaire fiduciaire. Pour cette définition et celle donc du slide d'avant, de nouveau, si vous prenez le message, donne toute une série d'exemples, étant précisé qu'une ordonnance du Conseil fédéral devrait encore donner des précisions de nouveau à l'image d'aujourd'hui l'article, enfin, l'ordonnance de la loi sur le blanchiment d'argent qui donne des précisions sur la notion d'intermédiation financière. À ce stade, je pense qu'une bonne délimitation entre qu'est-ce qui est soumis et qu'est-ce qui n'est pas, c'est finalement est-ce que le conseil est vraiment donné de manière complètement abstraite, auquel cas il ne serait pas soumis à la loi, ou est-ce qu'il est donné par rapport à une situation concrète concernant la création, la gestion de société, etc., auquel cas il serait soumis au régime anti-blanchiment d'argent. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez toute une série d'activités qui est l'activité de représentation en justice, qui est expressément exclue du champ d'application de la loi à l'article 2, alinéa 4, lettre F du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire qu'on aurait, que seraient soumis au régime anti-blanchiment uniquement les activités de conseil et non les activités de représentation en justice. Alors, on espère vraiment que l'ordonnance du Conseil fédéral va aussi préciser cette exception, parce qu'il y a encore, me semble-t-il, un certain flou auquel le message ne répond pas, notamment sur le plan de l'application temporelle de cette exception. Est-ce qu'il s'agit de procédures judiciaires en cours uniquement? Je pense que ce ne serait pas complètement raisonnable, mais est-ce qu'il faut que la procédure judiciaire soit imminente? Alors, si elle est en cours, c'est assez clair. Est-ce qu'il faut qu'elle soit simplement prévisible? S'il faut qu'elle soit simplement prévisible, évidemment, on se pose la question de savoir quel est le degré de prévisibilité. C'est assez clair de manière générale. Il va y avoir des difficultés de délimitation de qu'est-ce qu'une activité de conseil au sens de la LBA, qu'est-ce qui n'est pas une activité de conseil au sens de la LBA. Cela étant, ces difficultés de délimitation ne sont pas l'apanage de la notion de conseiller. On a aussi des difficultés de délimitation. Qu'est-ce que c'est de l'intermédiation financière? Est-ce que ce n'est pas de l'intermédiation financière? On a évidemment des difficultés de délimitation, plus spécialement pour les avocats, les notaires. Est-ce que c'est une activité typique ou est-ce que ce n'est pas une activité atypique? Donc, la simple, finalement, difficulté de délimitation n'est pas un argument pour ne soumettre aucune activité, ou à l'inverse, soumettre toutes les activités de conseil des professions juridiques indépendantes au régime anti-blanchiment. En 5 minutes avant de passer la parole au professeur Benoît Chapuis, la loi distingue entre les obligations de diligence des conseillers et l'obligation de communication des conseillers. Évidemment, c'est une distinction qui est absolument essentielle. Pourquoi? Parce que les obligations de diligence ne soulèvent pas de questions sous l'angle du secret professionnel, alors que bien sûr que l'obligation de communiquer au gros s'en soulève. Quelles sont ces obligations de diligence? Alors, ces obligations de diligence sont reprises dans leur principe, on reprend dans leur principe celles des obligations des intermédiaires financiers, mais l'idée, évidemment, c'est que ces obligations soient adaptées aux spécificités propres aux activités des conseillers, en particulier du fait qu'ils ne sont pas directement impliqués dans une transaction financière.
vérification de l'identité du client, identification de l'ayant droit économique. Donc, typiquement, lorsque le client est une société ou une autre structure juridique, il faut identifier la personne physique, puis, en dernier lieu, contrôle la société, respectivement la structure juridique, établissement et conservation des documents, ce qui permet de démontrer le respect des obligations de diligence. J'ai l'impression qu'il y a tellement pas mal de ces mesures qui sont de toute façon de facto prises à l'heure actuelle dans la relation entre les professions juridiques indépendantes et leurs clients. Il faut également identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation de service souhaitée par le client. Voilà, la personne qui est professionnelle doit comprendre le but de la création de telle ou telle structure juridique de manière générale. Effectivement, ça me paraît assez sensé quand on fait une opération, ne serait-ce que pour la faire correctement et pour bien conseiller finalement son client, il faut aussi comprendre, me semble-t-il, le but de ce qu'il nous demande. En cas de risque accru, là, il y aura des obligations de clarification particulière de l'arrière-plan et du but de l'opération ou de la prestation de service. Évidemment, se pose la question de savoir quelle est l'étendue, quelle est la portée de ces obligations de diligence. Eh bien, très clairement, l'idée, c'est une approche fondée sur les risques et tout cela devrait être précisé dans une ordonnance du Conseil fédéral. Également, prise de mesures organisationnelles internes, notamment formation et surveillance des collaborateurs. Et évidemment, parmi la prise de ces mesures organisationnelles internes, il devrait y avoir une séparation des activités de conseil et de représentation en justice. Obligation de communiquer ensuite. Obligation de communiquer, alors de base, c'est aux mêmes conditions que pour les intermédiaires financiers dans la mesure où il faut des valeurs patrimoniales qui sont impliquées dans l'opération ou la prestation de service, un soupçon fondé que ces valeurs patrimoniales typiquement sont de provenance criminelle. Donc sur le qu'est-ce qui fait se déclencher l'obligation de communiquer, eh bien ça c'est pareil que pour les intermédiaires financiers. En revanche, vous avez deux conditions cumulatives supplémentaires qui concernent non pas tous les conseillers, mais spécifiquement les avocats et les notaires. Peut-être pour le dire de manière négative, une double réserve pour les avocats et les notaires pour qu'il puisse y avoir obligation de communiquer, il faut la conduite d'une transaction financière au nom et pour le compte du client. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait des valeurs patrimoniales qui soient impliquées dans l'opération de manière générale. Il faut que ce soit dans le cadre de la conduite par l'avocat ou le notaire d'une transaction financière qui effectue, lui, la transaction au nom et pour le compte de son client. Et puis, évidemment, autre condition qui vaut d'ailleurs déjà à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour l'avocat et le notaire soumis à la LBA du fait de son statut d'intermédiaire financier, c'est évidemment que les informations ne soient pas couvertes par le secret professionnel. Et donc, en réalité, quelle est la différence? Parce que finalement, l'avocat qui conduit une transaction financière au nom et pour le compte du client et qui agit hors cadre de son activité professionnelle, eh bien, ça s'appelle de l'intermédiation financière. Donc, quelle est la différence entre ça et l'avocat déjà soumis aujourd'hui à la LBA du fait de son statut d'intermédiaire financier? Eh bien, à mon avis, ce serait uniquement sur les volumes. Comme vous le savez, pour atteindre pour être considéré comme un intermédiaire financier, il faut aujourd'hui atteindre certains volumes, 7 OBA. Et donc, il me semble que cette obligation de communiquer qui est prévue dans le projet pour les avocats et les notaires, finalement, ne couvrirait que les avocats et les notaires qui, aujourd'hui, pourraient être considérés comme des intermédiaires financiers, mais qui ne le sont pas, du fait qu'ils n'atteignent pas les volumes de l'article 7 de l'OBA FINMA. De l'OBA, pardon, pas de l'OBA FINMA, de l'OBA. Système de surveillance par un organisme d'autorégulation, les mêmes
probablement que ceux qui surveillent actuellement les avocats déjà soumis à la LBA du fait de leur statut d'intermédiaire financier, intensité de la surveillance fondée sur une risk-based approach. À nouveau, les contrôles LBA devraient être effectués par des avocats ou des notaires dans une optique de préservation du secret professionnel, ce qui me permet de passer sur ces paroles le micro au professeur Benoît Chapuis. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, dans la suite de ce que vient d'exposer la professeure Villers, je vais me concentrer sur la question du secret professionnel, qui, comme le professeur Villers l'a dit, est la question la plus discutée aujourd'hui dans ce projet, et comme d'habitude, lorsqu'on approche assez émotionnel, et je vais tenter d'aborder la question de manière un peu froide pour voir quels sont les enjeux effectifs de cette modification proposée et de voir dans quelle mesure elle est acceptable par rapport au droit que nous avons aujourd'hui, le droit constitutionnel suisse, le droit aussi conventionnel que nous avons. Il est en tout cas certain que dans le débat parlementaire qui va continuer, ce sera le point le plus discuté et ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Premier, pour réussir dans cet exercice, il faut peut-être quand même aller un peu de l'avant sur l'âge. J'ai conscience d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est nécessaire à notre réflexion. Premier rappel, le secret professionnel est considéré comme une des institutions fondamentales d'un régime démocratique et de notre ordre juridique spécifiquement en Suisse. Donc, le secret est protégé par le droit constitutionnel, pas directement, mais il en était déduit de plusieurs dispositions. Il est protégé par la CEDH, par le droit pénal, par le droit de procédure, qu'elle soit civile, pénale ou administrative, et par le droit disciplinaire. Cela dit, il est quand même important de rappeler que la CEDH a eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, et le tribunal fédéral en a pris note. Il est possible de limiter le secret professionnel, d'ailleurs l'article 321 du Code pénal le prévoit, à certaines conditions, aux conditions posées par la Constitution suisse notamment, et ce qu'a fixé la CEDH. Elle l'a fixé spécifiquement en matière de blanchiment, en disant que le blanchiment était un problème grave qui menaçait les États, en même temps que le secret professionnel est une institution fondamentale de ces États. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux choses et une restriction éventuelle au secret professionnel ne serait pas forcément incompatible avec notre droit constitutionnel ou la CEDH, mais nous allons voir, je crois, dans la suite de mon exposé, qu'il n'y a pas, je crois, de véritable tremblement de terre en matière de secret professionnel, mais cela valait la peine de le rappeler d'entrée de cause. Deuxième chose, quelles sont les activités protégées par le secret? Nous le savons, mais il faut peut-être y revenir en quelques mots parce qu'il y a des distinctions subtiles et importantes. Sont protégées des activités atypiques. Bien, cela c'est connu, c'est assez simple. L'activité typique, c'est le conseil juridique. Alors maintenant, le conseil juridique peut peut-être devenir problématique avec le projet qui nous est remis aujourd'hui à l'étude. Nous allons y revenir. Activités atypiques non protégées, la gestion de société, l'administration, l'intermédiation financière, les trusts, etc. Pas de secret professionnel pour ces activités. S'est posée à plusieurs reprises récemment la question des mandats mixtes, c'est-à-dire des mandats qui contiennent à la fois des activités typiques et des activités atypiques. Il est intéressant de noter que cela peut se présenter sous deux formes. Premièrement, on fait en même temps, on accomplit en même temps des tâches typiques et des tâches atypiques. Autre hypothèse, on accomplit d'abord des tâches, on exécute des tâches atypiques. Deux exemples. Pour les activités
il y a un arrêt très important où une étude a rendu des conseils, a donné des conseils à une banque en matière de LBA, puisque la banque avait des problèmes, elle l'a conseillé juridiquement, elle a également assisté dans la rédaction de la documentation que la banque devait établir en vertu de la LBA à l'intention de l'autorité de surveillance. Et là, l'avocat, l'étude d'avocat s'est substituée quasiment à la banque en faisant cela. Et le tribunal fédéral a clairement dit que la première activité de conseil en matière de LBA était évidemment protégée. En revanche, l'activité qui consistait à faire le travail de la banque, plus ou moins en matière de LBA, lui n'était pas protégé, car c'était une activité atypique du métier. Donc, il faut faire attention dans une telle hypothèse de bien séparer les deux activités, la documentation, même les équipes qui travaillent dessus pour éviter des problèmes délicats. L'autre hypothèse qui nous intéresse aussi aujourd'hui était un avocat qui avait donné des conseils à une personne sur son statut matrimonial, sur son statut successoral, sur sa fiscalité, différents sujets de ce genre-là, comme on conseille des clients sur leur avenir, leur décès, leur mariage, leur divorce ou leur fortune. Et ensuite, l'avocat avait constitué des sociétés ou des trusts pour mettre en place le résultat. Pour le tribunal fédéral, la secret, la deuxième ne l'est plus. Donc là, on retrouve les questions de distinction, dont des évolutions dans le temps où la nature de la mission change. Et il est exact qu'il est parfois difficile de savoir si c'est le lundi ou le mercredi que la situation a brusquement changé. Donc la délimitation est un problème délicat, mais il faut remarquer que ce n'est pas une nouveauté. C'est une question à laquelle le tribunal fédéral a été plusieurs fois confronté et il a répondu, à mon sens, de manière assez convaincante. Voilà pour l'introduction. Alors, passons maintenant au projet qui nous est soumis, le projet LTPM-LBA. Je vais m'arrêter donc, moi, qu'au projet LBA. La nouveauté fondamentale, c'est celle que la professeure Villard a décrite, c'est que l'article 2 LBA inclurait certaines activités typiques des avocats dans le champ d'application de la LBA. Conseil, préparation, réalisation de certaines opérations qui ont été énumérées tout à l'heure. Donc, l'article 2 énonce que la loi de LBA énonce que la loi s'applique non seulement aux intermédiaires financiers, c'est une grande classique pour nous depuis plusieurs décennies, mais également aux conseillers, ce qui vise expressément d'ailleurs à l'article 2, alinéa 3 bis, les avocats. Donc là, il y a une nouveauté qui est très fondamentale pour nous. Il s'agit d'une extension du champ d'application de la loi qui ne s'applique donc plus exclusivement aux personnes pratiquant l'intermédiation financière, mais également à ceux qui offrent des prestations de conseil en la matière. Le message précise que pour entrer dans le champ d'application de la disposition, le conseil doit avoir pour objet la préparation d'une des opérations visées, alors que tel ne serait pas le cas d'un conseil consistant en un simple avis juridique sur certains des aspects de ces transactions. Alors ça a l'air peut-être un peu byzantin, mais ça ressemble beaucoup à l'arrêt du tribunal fédéral que je vous ai évoqué il y a un instant, de l'avocat qui reçoit une personne qui vient interroger l'avocat sur son avenir avec sa famille, sa fortune, est-ce qu'il va habiter en Suisse, en France, aux États-Unis, est-ce qu'il va divorcer, est-ce qu'il va s'acheter une maison. Une fois que les avis sont donnés, que les structures concevables sont échafaudées, à un moment, on passe à la mise en place de la réalisation. Et alors, évidemment, c'est vrai que c'est délicat, mais c'est quand même deux étapes distinctes qui ne sont pas ignorées à ce jour par la jurisprudence. On met en dehors de cela les affaires judiciaires, comme l'a rappelé la professeure Villard. Alors, certaines critiques se sont déjà élevées à ce sujet en disant affaires judiciaires, c'est quoi? Alors, c'est sûr que c'est pénal, civil, administratif. La médiation n'est pas évoquée actuellement dans le projet. Alors, est-ce une procédure judiciaire? Il faudrait bien, sinon ce serait un peu fâcheux.
Ensuite, est-ce que lorsqu'on rencontre un couple qui veut divorcer, qu'on représente un des conjoints, que tout cela se passe fort calmement, est-ce qu'on dit, mais dans le fond, est-ce qu'il ne serait pas prudent déjà de peut-être de transférer l'immeuble à madame ou d'autres choses comme cela? Est-ce qu'on est déjà dans le judiciaire ou est-ce qu'il faut vraiment atteindre le stade du dépôt d'une demande? Là, il y a une ambiguïté qui devrait être améliorée ou levée pour savoir quand nous nous trouvons véritablement dans une procédure judiciaire. C'est pour moi clairement pas le jour du dépôt de la demande, mais en tout cas le jour où on va s'investir dans la rédaction d'une demande ou en tout cas la préparation d'une procédure judiciaire. Cet élément-là est encore un peu incertain à mon goût dans le projet de loi tel qu'il existe. Cela dit, la question fondamentale, c'est est-ce que le projet qui nous est soumis restreint le secret professionnel en le supprimant des affaires de conseil juridique dans certains domaines? Si tel était le cas, ce serait alors un véritable changement de paradigme dans le système juridique suisse, une sorte de tremblement de terre qui serait évidemment difficilement acceptable dans nos conceptions et même dans le régime constitutionnel qui est le nôtre. Alors regardons ce qu'il en est. Je crois que la crainte qui se manifeste souvent, et c'est particulièrement avec ce projet, de l'atteinte au secret professionnel, c'est qu'on a un peu trop la conviction que la LBA se résume à l'obligation de dénoncer ou de communiquer, comme on le dit, de manière plus pudique. Or, la LBA ne se résume pas à cette seule obligation, qui est celle de l'article 9. Il y a tous les autres articles qui précèdent, qui instituent d'autres obligations, et la professeure Villard y a déjà fait allusion, ce sont des obligations de diligence et de formation. Et l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, celle de la soumission des conseillers à la LBA, ne vise que ces obligations de diligence et de formation. Et cela est essentiel pour déjà réfléchir à la protection du secret. On ne va pas pousser dans l'obligation de communiquer des obligations typiques. On ne parle aujourd'hui que des obligations de diligence et de formation qu'institue aujourd'hui déjà la LBA pour tous les intermédiaires financiers. Or, ces obligations de diligence, et c'est là un point essentiel à avoir à l'esprit, sont des obligations dont l'exécution est purement interne à l'étude. Elle n'oblige en rien à une divulgation. Nous verrons qu'il y a une question assez fondamentale que j'examinerai en dernier, qui est celle du contrôle de l'exécution de ces obligations. Là, il y a un risque un peu plus élevé, mais pour le reste, la mise en place de ces obligations de diligence n'implique aucune communication à l'extérieur. Alors, je rappelle rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément noté tout à l'heure, c'est l'identification du client, l'identification du bénéficiaire économique, en cas de risque aggravé, la clarification de l'arrière-plan économique et du but de l'opération, établir une documentation et former le personnel. Deux remarques à cet égard. Premièrement, l'obligation de formation, vous la trouvez déjà à l'article 321 à l'article 13, de la LLCA, qui oblige l'avocat à former son personnel en matière de secret professionnel. Donc, ce n'est pas une notion complètement inconnue. Il n'y a pas que l'avocat qui est soumis au secret, il y a son étude et il appartient à l'avocat de former son personnel. Ce n'est donc pas quelque chose de fondamentalement nouveau. D'autre part, pour ce qui est de ces obligations de diligence, à mon avis, je me suis exprimé comme cela dans des articles, mais pas forcément juste, mais je considère que le droit actuel, que ce soit l'article 3 de la LLCA sur le devoir de diligence de l'avocat, a une forme de compliance aujourd'hui, ne serait-ce que pour déceler des conflits d'intérêts ou d'autres choses de ce genre. L'avocat doit savoir pour qui il travaille, quels sont les arrière-plans de l'affaire dont il s'occupe, il doit former son personnel. Ce ne sont pas des notions nouvelles pour nous en réalité. Ce qu'il y aurait de nouveau, c'est qu'il y aurait une obligation stricte et claire de droit administratif nous obligeant à le faire
avec des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. Deuxièmement, il est intéressant de citer le nouveau code suisse de déontologie élaboré par la Fédération suisse des avocats il y a 2 ou 3 ans. L'article 8 alinéa 2 énonce que l'avocat vérifie avec le soin nécessaire l'identité de ses clients et recueille les informations nécessaires afin de contrôler l'existence d'éventuels conflits d'intérêts. L'alinéa 3 énonce que l'avocat établit avec ses clients des relations clairement définies, en particulier sur le contenu et les objectifs du mandat. Ce sont des notions nouvelles dans le CSD et qui montrent qu'il y a aujourd'hui quand même une conception beaucoup plus élaborée du soin que doit prendre l'avocat dans la conduite de ces dossiers, dans l'ouverture de ces dossiers. Pour qui est-ce que je plaide, à qui je donne des conseils, dans quel but, pourquoi et comment. Donc maintenant, nous aurions une partie beaucoup plus strictement réglementée, plus clairement réglementée pour un certain nombre de transactions pour lesquelles il ne serait pas seulement conseillé de le faire, mais véritablement obligatoire. Donc, point acquis à ce stade de l'opération, il n'y a pas d'obligation de divulgation avec les nouvelles obligations introduites, qui seraient introduites dans la nouvelle LBA. Pour ce qui est de l'obligation de communiquer, de l'article 9 de la LBA, il est intéressant de remarquer que le texte a été renforcé parce qu'il était légèrement ambigu auparavant, un peu court, et on était un peu focalisé sur cet article, mais maintenant il serait amélioré en ce sens que il énoncerait, celui est seulement soumis à l'obligation de communiquer ses soupçons si les conditions suivantes sont réunies. A, il effectue une transaction financière ou non, ou pour le compte d'un client, donc c'est quelque chose, il y a une transaction financière qui serait en cause. Et 2, les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l'article 321. Donc, la rédaction de l'article 9 LBA sur l'obligation de communiquer a été, à mes yeux, améliorée en montrant clairement que le seul avocat soumis à cette obligation est l'avocat qui a une prestation atypique et qui, par nature, n'est pas protégé par le secret. Telle est ma conception, ma compréhension de cette nouvelle disposition. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ces obligations nouvelles qui ne sont, à mes yeux, pas attentatoires à la sécurité en tant que telle du secret professionnel, puisqu'elles n'exigent aucune révélation. En revanche, là où il y a la question qui se pose, alors à mes yeux, c'est celle du contrôle, parce que ces obligations administratives entraînent un contrôle des intermédiaires, enfin des personnes soumises à ces obligations. Ça signifie donc qu'un tiers hors de l'étude va venir prendre connaissance de ces informations, qu'il pourra poser des questions, se renseigner et comprendre ce qui s'est passé dans un domaine qui pourrait être soumis au secret. Alors, que faut-il penser de cette situation d'un contrôle qui serait désormais exercé sur des opérations peut-être typiques? Alors, premièrement, le contrôle, contrairement à ce qui avait pu être décidé, il y a des hésitations à un moment dans la rédaction de la loi, finalement, il serait donné, confié à un OAR, institution bien connue des avocats, puisqu'il y a même un OAR des avocats et des notaires, dans le régime qui est clairement défini dans la LFINMA. L'article 18A de la LBA énonce spécifiquement, la nouvelle LBA, enfin, possiblement nouvelle LBA, énonce clairement que tout cela serait protégé par le secret professionnel. Le contrôleur doit être, et c'est maintenant expressément exprimé dans le texte de la loi, doit être lui-même titulaire du brevet d'avocat. La loi précise en outre qu'il est lui-même soumis au secret professionnel. J'aimerais ajouter en plus qu'il y a une jurisprudence claire du tribunal fédéral, très claire, sur la question de l'auxiliaire. Vous savez que les auxiliaires sont aussi soumis au secret.
est que la vision du tribunal fédéral est très large et que, par exemple, un détective privé mandaté par un avocat est lui aussi soumis au secret professionnel de l'avocat. Donc, ces contrôleurs qui viendraient assister en quelque sorte l'avocat dans la bonne exécution de ces obligations de la LBA sont non seulement soumis eux-mêmes au secret professionnel de l'avocat, mais doivent être de toute façon considérés comme des auxiliaires. Ils n'ont donc pas l'obligation de témoigner ou de révéler ce qu'ils ont appris dans leur mission, s'il y avait par exemple une procédure pénale. Mais la prise de connaissance de ces informations confidentielles peut quand même amener le contrôleur à un certain nombre d'actes, d'abord un peu invasifs dans l'étude, et puis deuxièmement, il doit peut-être faire un rapport à l'OAR s'il découvre des violations. Alors c'est peut-être là que se niche le problème. En premier lieu, le contrôleur doit s'assurer tous les dossiers qui sont concernés par la LBA et que peut-être il va faire des investigations s'il a des doutes sur d'autres dossiers pour s'assurer qu'il ne tombe pas sur le coup de la LBA. Et ce faisant, il va très certainement apprendre des choses qui sont couvertes par le secret et que s'il arrive à la conclusion qu'un dossier est effectivement un dossier typique, il n'en demeure pas moins qu'il aura pris connaissance de ce dossier. Est-ce qu'il y a un risque qu'il en parle à l'OAR? Première question. Deuxièmement, il peut être amené, en voyant un dossier, à aller plus avant que ne l'a fait l'avocat. L'avocat a considéré qu'il ne s'agissait que d'un dossier normal soumis à la LBA, au devoir de diligence de la LBA. Le contrôleur peut avoir là aussi un doute en se demandant si on n'a pas affaire à un risque accru. Il y a un soupçon sur des ayants droit qui on ne voit pas forcément très bien dans le dossier, qui seraient des personnes politiquement exposées. Il va peut-être poser des questions à l'avocat pour mieux comprendre et plus en savoir sur le contenu de ce dossier. Et par conséquent, il risque d'avoir accès à des informations qui sont très clairement couvertes par le secret. Donc, dans son travail, il est inexorable que le contrôleur prendra connaissance de faits confidentiels. Cela dit, je relève, c'est une question qui a été évoquée dès la conception de la LBA par le législateur, par les commentateurs après. On a tout de suite compris qu'en mettant un contrôleur dans une étude d'avocat pour s'assurer qu'un dossier LBA est bien un dossier LBA, que celui d'à côté qui n'est pas un dossier LBA n'est effectivement pas un dossier LBA, on ouvrait un peu la porte à des yeux indiscrets censés trier le bon grain de livret. Et là, ce risque a toujours été connu. On en est accommodé jusqu'à ce jour. Maintenant, le système mis en place serait plus étendu dans le champ d'application, mais il est renforcé en revanche par la rédaction de la loi qui soumet très expressément le contrôleur au secret professionnel. Mais surtout, il faut ensuite se poser la question de savoir ce que va faire le contrôleur de ces informations. Ce qu'il peut constater, c'est qu'il y a un manque de diligence de l'avocat. Donc, il va faire un rapport à l'OAR pour signaler qu'il a constaté que 3 dossiers soumis à la LBA n'avaient pas été correctement soumis à la LBA par l'avocat, qu'il n'y avait pas d'élucidation claire du but de l'opération, que les identités étaient mal relevées, qu'il y avait un risque accru qui n'avait pas été détecté. Il va signaler ces cas et l'ampleur de ces cas. Il n'a aucune obligation et aucun devoir de donner des noms, de donner des informations. Il doit signaler des manquements à la lutte des dossiers. Et d'ailleurs, la loi prend un soin, alors qu'on peut le trouver insuffisant, on peut en débattre, mais l'article 18A LBA, alinéa 4, énonce ce qui suit. C'est important de l'avoir à l'esprit. Les avocats et notaires chargés des contrôles LBA sont soumis au secret professionnel lorsqu'ils contrôlent l'activité d'un avocat ou d'un notaire.
Ils ne peuvent pas accéder aux informations couvertes par le secret professionnel, ni les communiquer à l'organisme d'autorégulation ou d'autre autorité, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution des tâches prévues par la présente loi. Donc ici, il y a des cautèles, et il est vrai qu'il y a une cautèle qui a un petit trou, en ce sens que d'abord, le contrôleur pourra demander à avoir accès à ces informations dans les cas strictement nécessaires, ne sera pas du tout tenu de les communiquer telles quelles à l'OAR, sauf dans les cas strictement nécessaires. Et alors là, le projet limite d'une telle transmission à connaissance. Je n'ai pas de connaissance où une telle chose serait intervenue ou dans des OAR travaillant pour des avocats, mais où des informations confidentielles auraient été révélées à tort et auraient causé un dommage. Mais il est vrai qu'ici, la partie contrôle, on peut voir un certain risque technique. Donc, on pourrait peut-être améliorer le texte encore, on peut y songer, pour que, dans le fond, la transmission à l'OAR soit encore plus strictement réglementée que la prise de connaissance par le contrôleur lui-même. En tout cas, si cela arrive à l'OAR, je rappelle que l'OAR est surveillée par la FINMA, mais ce n'est qu'une surveillance que la FINMA exerce sur le bon travail de l'OAR. Donc, en aucun cas, il n'est requis par le système mis en place, qui serait mis en place, que les informations recueillies par le contrôleur remontent au niveau de l'autorité publique, qu'elle soit administrative, pénale ou civile. Donc, il me semble que le système, c'est-à-dire qu'on a pris correctement en balance les intérêts fondamentaux que représente le secret professionnel dans un État démocratique et les intérêts fondamentaux aussi, dit la CEDH, de la lutte contre le blanchiment dans les mêmes États démocratiques. Donc, il y a une balance qui doit être mise en place. Il me paraît personnellement, mais c'est vraiment un avis personnel, que cette balance ait été justement équilibrée et qu'il n'y a pas d'atteinte fondamentale au secret de l'avocat. Mais je sais bien que cette question est très sensible et qu'il y a des avis totalement divergents du mien sur ce point. Une dernière mention qui sort un peu de la question du secret. Beaucoup de personnes se sont inquiétées du travail considérable que cela représenterait pour les avocats. Alors, à mon avis, ce que j'ai pu voir, soit dans mon étude avant, soit comme bâtonnier, soit ensuite comme consultant pour des avocats, la plupart des avocats font ce travail, s'ils travaillent bien. Lorsque l'on représente une société, ne serait-ce que pour éviter des conflits d'intérêts, on aimerait savoir qui est cette société, à qui elle appartient. Est-ce que par hasard, elle appartient à l'une de nos parties adverses, ce qui ne serait pas impossible. Donc, on se renseigne à l'ouverture du dossier. Le CSD invite les avocats également à le faire dans sa nouvelle teneur. Donc, je ne crois pas que le travail qui soit requis ici soit fondamentalement nouveau pour les avocats. Ce qui serait nouveau, c'est sa rigueur administrative et le contrôle auquel il serait soumis. Donc, je n'ai pas des craintes majeures sur la paperasserie qui découlerait de cette nouvelle réglementation. En revanche, je pense que des dossiers bien tenus et clairs dissuaderaient sans doute les contrôleurs de mettre leur nez un peu trop loin pour comprendre de quoi le dossier parle et de quoi il est fait. Donc, il y a un aspect préventif qui pousserait les avocats à avoir des dossiers d'entrée de cause bien faits qui permettraient des contrôles faciles et aisés. Voilà ma compréhension de ce projet. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Benoît. Peut-être juste deux petits points préalables avant de passer aux questions-réponses. Tout d'abord, mes excuses. En effet, il semblerait que la connexion du côté du professeur Benoît Chapuis n'était pas parfaite. J'espère tout de même que vous avez pu toutes et tous bien suivre. Ah zut, désolé. Et pour faire et aucun problème, j'aimerais vous partager le lien dans le chat
de l'avis de droit du professeur Benoît Chapuis. Vous devez en principe directement l'avoir reçu, ce qui vous permettra, le cas échéant, évidemment, de vous plonger à nouveau dans toutes ces explications très détaillées. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la séance de questions-réponses. Et je me permets, vu que j'ai la parole, de commencer peut-être avec l'aspect un petit peu plus politique. Katia, tu nous l'avais dit et tu peux sans autre activer ta vidéo. La commission compétente, la commission des affaires juridiques du Conseil des États a décidé de scinder ce projet en deux, notamment parce qu'il semblerait qu'elle n'est pas convaincue sur cet aspect LBA dont nous avons discuté aujourd'hui. Elle semble assez réticente, comme elle l'a probablement déjà été par le passé. Quelles sont vos estimations à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que le fait de scinder, c'est juste dans une idée de repousser ou c'est carrément dans une idée de renvoyer ce projet au Conseil fédéral? Alors, je voudrais surtout pas, je vais pas essayer de deviner les intentions du législateur. J'ai pas de boule de cristal. Je pense en revanche, ce qui à ce stade, je pense qu'on peut on peut dire sans trop s'avancer, c'est que de base, de toute façon, cette révision comportait de gros volets. D'ailleurs, elle était peut-être même, euh, on parlait de la LPTM, alors qu'il y avait tout le volet LPTM et le volet révision LBA. Et j'ai tendance à penser que l'idée de scinder ça, c'était pour, dans tous les cas, ne pas parasiter le pont transparence des personnes morales, donc le pont loi sur la transparence des personnes morales, du fait de mesures plus controversées, y compris sur le principe, dans la LBA. Ok, merci. Donc, c'est plutôt pour aller de l'avant rapidement avec la partie moins controversée du projet. Benoît, je sais que ta connexion Internet a eu quelques problèmes. Es-tu encore avec nous? Oui. Oui, je suis là. J'essaie de me déplacer peut-être pour voir si j'ai une meilleure connexion. Un instant, je vais dans une autre pièce peut-être que Pas de je serai problème. Alors, mieux. je propose Voilà, je suis ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a une meilleure qualité? Alors, Est-ce que... on va tenter de continuer, je propose. Est-ce que Voilà. de ton côté, vu la réaction de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, c'est dans l'idée tout simplement d'avancer rapidement avec le premier projet moins controversé, ou est-ce que le fait que dans leur communiqué, ils disent ça risque d'être des obligations disproportionnées pour les conseillers et qu'ils ont des doutes, je crois vraiment que c'est le mot doute qui est utilisé, de la compatibilité avec le secret professionnel, malgré ton avis de droit, est-ce que tu as l'impression que d'un point de vue politique, c'est juste ralentir ou c'est à nouveau des risques que le projet échoue déjà au niveau du Parlement? Je ne suis pas un être très politique, donc je connais mal les arcanes. Ce que j'ai constaté effectivement en parlant avec les gens que je connais dans les différents ordres et à la FSA, que c'était un sujet qui les écorchait quelque peu. Comme je l'ai dit au départ, c'est des moments extrêmement émotionnels toujours, et on a un peu de peine à retomber sur la raison. Moi, il me semble que les études que je connais depuis, que j'ai pu voir depuis des années, après la mienne, quand j'ai donné des avis à des études, la plupart sont déjà extrêmement bien organisés dans la tenue de leur dossier de société, de clients, ne serait-ce justement que pour les conflits d'intérêts. On ne peut pas ne pas savoir qui est l'ayant droit, qui est l'ayant droit de la partie adverse. Donc, c'est en réalité, je crois à mes yeux, mais je connais pas les 9000 avocats de Suisse, quelque chose qui est, en tout cas dans les études les plus modernes, les plus jeunes, déjà largement dans les mœurs. Donc, sur le plan de la charge de travail, je ne suis pas sûr que ce soit monstrueux. Et en plus, c'est une charge de travail qui est la bienvenue pour les avocats parce que ça leur évitera bien des déconvenus, qui
sans rapport avec la LBA, justement. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une horreur, mais je sais que c'est ressenti largement comme cela, réflexe assez traditionnel lorsque l'administration vient vous dire comment bien faire votre travail ou votre vie privée. On aime rarement beaucoup. Moi, je ne vois pas vraiment une catastrophe. Et je sais que c'est vraiment très généralement compris dans le sens inverse. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. En effet, je pense qu'il est particulièrement compliqué d'essayer de prévoir qu'est-ce que ça donnera d'un point de vue Oui, je crois. politique. On voit en tout cas que ça risque de ralentir et que ce projet qui était un seul bloc est divisé en deux. Et donc, on aura voilà, deux aspects qui avanceront chacun à leur propre vitesse. Je crois que Au-delà de l'aspect si politique, on veut en savoir plus, Félion, il faut réserver une suite à l'hôtel Bellevue à Berne pendant quelques temps. Puis aller Non, mais je crois que les discussions qui ont lieu nous échappent complètement. Est-ce qu'il y a des courants, des modifications, tout ça? Je suis complètement dans ça, donc j'ignore. voilà, on restera avec cette ignorance et on se réjouit évidemment de voir la suite des décisions politiques à ce niveau-là. Passons maintenant peut-être plus aux aspects matériels de ce projet. Une première question, je les prends un peu dans l'ordre chronologique qui sont arrivés. Une personne se demande comment est-ce qu'on peut réconcilier la possibilité de régulariser les avoirs au sens de l'article 175, alinéa 3 l'IFD, qui parle de la dénonciation spontanée, et les obligations de diligence de ce projet LBA. En particulier, le conseiller fiscal fiduciaire ne connaît pas systématiquement la provenance des avoirs à régulariser dans le cadre d'une procédure de dénonciation spontanée. Hmm. Bon, son mandat, enfin, je connais mal cette procédure, n'étant pas fiscaliste, je ne l'ai jamais vécu, je ne sais pas si toi ou Katia avez plus d'avis, mais il s'agit de régulariser le statut fiscal d'avoir. C'est bien juste. Donc, en tant que tel, on n'a pas forcément eu des interventions qui sont celles qui sont décrites dans le projet. Qu'est-ce que tu en penses, Katia? Moi, ça me semble une procédure relativement limitée dans son intervention. On annonce fiscalement les avoirs dont on est propriétaire, enfin, l'ayant droit. Tu le vois. Effectivement, j'avoue que je suis pas sûre de comprendre le lien entre les deux. Il y a, à certaines conditions, enfin, il y a la possibilité de cette dénonciation spontanée non punissable. Il peut Ouais. probablement arriver dans le cadre d'un mandat qui serait soumis à la LBA ou dans le cadre d'un mandat qui ne serait pas soumis à la LBA. Ce sont des conditions différentes. C'est-à-dire, Alors, on n'est pas conseillé en placement. Si le client vient et nous explique, voilà, j'ai 1 million que je n'ai pas déclaré, j'aimerais faire une dénonciation spontanée, est-ce que vous pouvez m'assister dans la procédure? Oui. Maintenant, mon mandat sera simplement de le conseiller dans cette procédure de nature fiscale. Il ne me semble pas que ça répond à la liste des opérations énoncées dans la nouvelle LBA, vente d'immeubles, investissement. Donc, ça me semblerait échapper à cela. Mais et peut-être. C'est une très bonne question, cela dit. Alors peut-être si ensuite je réfléchis en même temps que je parle, si l'idée c'est que dès lors on aurait un certain doute sur la provenance des avoirs, mais que fondamentalement euh, on n'a pas tellement on n'en sait pas plus, bah, effectivement ce serait une obligation de diligence peut-être euh, la problématique comme je la vois pourrait être du coup on se dit que potentiellement il y a un certain risque accru devrait nécessiter des exercices supplémentaires. Effectivement, je peux envisager que dans un cas dans lequel cette dénonciation spontanée interviendrait dans le cadre d'un mandat soumis à la LBA, j'essaye de comprendre, de creuser un peu la question. L'idée, ce serait, est-ce que du coup, ce serait un indice qu'il faut clarifier parce que potentiellement les avoirs euh, seraient de provenance pas complètement claire? Ça, c'est tout à fait possible. Cela étant, la problématique, je pense, euh, peut arriver aussi dans plein de configurations différentes où fondamentalement on a des indices, que ce soit aussi pour l'intermédiaire financier. La situation fait que, après, ben voilà, toute la question, c'est la question du soupçon fondé, euh,
etc., pour la communication. Mais là, dans ce cas-là, on serait plutôt, si la problématique, ce serait d'où viennent ces fonds non régularisés, dans une optique après, en se disant, est-ce que il faut clarifier, est-ce que du coup, il faut communiquer? Et là, comme l'a dit le professeur s'appuie, de toute façon, là, s'agissant de, si on se trouve dans le cadre d'un mandat typique, de toute façon, il n'y a pas d'obligation de communication. Oui, alors la régularisation fiscale pourrait être peut-être, il est vrai, la première étape d'un acte de blanchiment. La personne se dit qu'elle a cet argent, qu'elle ne sait pas qu'en faire, donc elle va d'abord le clamer haut et fort qu'elle l'a en l'annonçant fiscalement, puis ensuite faire des opérations avec. Mais si l'avocat aide à faire des opérations avec cet argent, ben, il tombera clairement dans le champ de la LBA nouvelle, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est une question qui est intéressante, parce que c'est un mandat qui est lié à des fonds, mais un mandat qui est lié de manière très spécifique, de manière conforme à la loi administrative fiscale. Et là, je n'oserais pas donner une réponse tranchée, parce qu'elle est assez délicate. Ouais. Merci beaucoup de l'avoir posée, et je vais y réfléchir, parce que je trouve que c'est vraiment important. Ça me Mais semble... peut-être, Vas-y. pardon. Non, 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 vas-y. peut-être juste pour rappeler, c'est pas parce que ces fonds ont été fiscalement cachés, évidemment qu'on se trouve dans un cas de blanchiment d'argent. Je rappelle a priori, c'est pas parce que des fonds n'ont pas été régularisés qu'ils sont de provenance criminelle. Et pour qu'on puisse éventuellement se trouver dans le cadre du fameux délit fiscal qualifié de 305 bis, chiffre 1 bis, il faut se lever tôt. Il y a encore des conditions très restrictives, l'usage de faux et l'économie d'impôt de plus de 300 000 francs. Donc, c'est pas parce qu'un client arrive en disant qu'il fait une dénonciation spontanée parce qu'il a commis de la soustraction d'impôt que, pardon, la personne doit se dire ah zut, je suis potentiellement dans un cas de 9 LBA. Est-ce que la question que l'avocat ne devrait quand même pas poser, je ne suis pas fiscaliste, j'ai jamais fait ça, donc j'en sais rien, mais c'est de dire, mais dans le fond, d'où vient cet argent? Enfin, quelques Mais oui, explications sur la provenance de cette somme, peut-être là des soupçons pourraient venir, mais ça m'intéresse beaucoup et je vais la creuser. Merci de l'avoir posé et désolé de la non-réponse. Merci quand même de ces développements sur cette première question qui a déjà fait bien débattre. Je vous propose qu'on continue vu qu'il y a d'autres questions qui sont posées, en particulier sur cette notion compliquée, et Benoît, tu l'as bien développée, celle de la notion de procédure judiciaire. Ah oui. Et une personne se demande si l'assistance au recouvrement d'une créance par voie administrative, rédaction, la réquisition de poursuite, etc., est-ce qu'elle est considérée comme une activité judiciaire? Alors, dans l'acception large, je crois que oui. Le tribunal fédéral a toujours dit que l'activité typique, c'était l'activité judiciaire, par quoi il exprime, m'a-t-il semblé, depuis des décennies, toute activité qui entre dans le champ classique de l'avocat devant les autorités. Donc, je ne vois pas un instant comment une réquisition de poursuite ne sera pas considérée comme un acte judiciaire. Ce qui inquiète le plus les commentateurs récents que j'ai vus, c'est la médiation qui n'est pas du tout évoquée. Alors, on se demande si, dans le fond, le fait de faire une médiation, même privée, je sais pas, est-ce un acte judiciaire? C'est une méthode alternative de résolution d'un conflit. C'est plus délicat. Ça peut être non public. C'est-à-dire que l'acte de poursuite ou devant une autorité administrative me semble clairement tomber dans l'activité judiciaire. Et par rapport à la notion d'activité judiciaire, est-ce que dans l'état actuel du projet, il y a une place pour que le Conseil fédéral précise cette notion dans l'ordonnance ou est-ce que c'est maintenant au Parlement de préciser cette notion? Tu me poses une colle, mais je crois que le Parlement serait bien inspiré de peut-être. Non, ce qui pose aussi problème, c'est on est moins tatillon d'habitude par le tribunal fédéral quand il parle d'activité judiciaire. Il remonte très loin dans l'activité de l'avocat, à mon avis. Quelqu'un vient nous voir disant j'aimerais divorcer, c'est du judiciaire. Alors maintenant, est-ce que pendant la LBA, ce serait le cas? À mon avis, oui, je vois mal le tribunal fédéral revenir en arrière. Mais c'est vrai que dans un article qu'a publié récemment avec Maître Mazou, Stéphane Grodecki, qui faisait suite à la conférence qu'on avait donnée en juin, lui évoque l'hypothèse de ce couple qui consulte un avocat, et puis finalement l'avocat dit, mais s'il n'y a que ça entre vous de litigieux, monsieur, donnez l'immeuble à votre femme, ce sera tout de suite fait, puis comme ça on n'en parle plus. Et puis
en fait, du coup, ils renoncent à leur procédure de divorce. On dit, bah, tiens, prends l'immeuble et puis chacun va de son côté. Est-ce que c'est du judiciaire? En tout cas, c'est une intervention pour la résolution d'un conflit. Ça pourrait être aussi une magnifique opération de blanchiment où monsieur fait semblant d'être fâché avec madame. Donc, on ne sait pas très bien. Donc là, il y a quand même des ambiguïtés. On se réfère, c'est un peu l'ambiguïté de notre système. Le tribunal fédéral énonce des principes qui deviennent quasiment des institutions. Est-ce que là, le mot judiciaire prend le sens de la jurisprudence? Sans doute, mais peut-être qu'une précision serait la bienvenue. Sur le... Effectivement, je pense aussi, et notamment effectivement sous l'angle temporel. Alors moi, comme je lis la loi, j'ai l'impression qu'il y a une place pour cette précision dans l'ordonnance du Conseil fédéral, puisque finalement, c'est l'article 2, alinéa 5 de la LBA, donc qui est sous le champ d'application. Vous avez l'article 2, alinéa 3 bis et 3 terres qui décrivent les activités de conseil. L'article 2, alinéa 4, qui déjà maintenant donne toute une liste de situations dans lesquelles la LBA ne s'applique pas, dont, selon ce projet de loi, les conseils qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales. Et après, la ligne 5 nous dit le Conseil fédéral précise les activités considérées comme relevant de l'intermédiation ou du conseil. Il y a une Donc, place. il me semble que là, et finalement, il y a de la place pour préciser les activités considérées comme relevant du conseil. Il y aura la place pour préciser quelles sont justement les exceptions à ces activités. Ok, merci. Donc, pour résumer, on espère que le Parlement va faire peut-être un petit travail un peu de préciser, mais au moins, le cas échéant, le Conseil fédéral pourra, grâce à cet alinéa 5, aura la compétence de préciser. Je vous propose qu'on continue un peu parce qu'on se rapproche de la fin et je vais prendre une autre question sur le moment de l'identification du client. Une personne se demande si cette identification doit se faire avant la conclusion du contrat, donc avant toute prestation de service, ou est-ce qu'il y a une petite possibilité de s'accommoder des premiers entretiens introductifs avec des conseils initiaux pour mieux définir la portée du mandat futur? Katia, tu veux commencer? Alors, j'essaie et tu complètes. Alors, de base, je pense que ça dépend, c'est un peu à partir de quand le conseiller reconnaît que fondamentalement, il va être soumis à la LBA. Peut-être la première fois qu'on a le client et qu'on n'est pas sûr de prendre un mandat, la discussion va peut-être aussi tourner sur plein d'aspects tout à fait généraux, etc. Ou à ce moment-là, d'ailleurs, le professionnel ne se dira pas du tout forcément, je suis déjà soumis à la LBA. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il est reconnaissable pour le professionnel qu'il va être soumis à la LBA, il me semble que ça signifie que d'une manière ou d'une autre, il a accepté le mandat et à ce moment-là, il doit y avoir l'identification du client. Peut-être Benoît qui a aussi peut-être plus l'habitude d'onboarder des clients. Oui, bon, c'est une question aussi d'élégance et de relation. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire cela. Moi, je me souviens avec stupeur d'une affaire qui m'était arrivée il y a au moins 20 ans, où on représentait depuis longtemps un grand groupe industriel français. Et il me signale que désormais, ce sera un nouveau chef du service juridique qui viendra me voir à Genève. Il arrive un Anglais qui entre et qui me tend son passeport comme premier geste. Pour lui, c'était complètement normal. J'avais été un peu interloqué parce que ça n'aurait pas été ma première démarche de douanier de lui demander son passeport. Donc, je pense que le premier entretien peut aimablement se faire comme cela pour éviter tout risque de complications. Après, peut-être entretenir une relation avec une personne qui ensuite renâclera à satisfaire aux obligations, de dire, écoutez, conformément au code suisse de diligence déjà, de déontologie, établissons des règles claires. Donc, merci beaucoup de cet entretien. Vous auriez l'obligeance de me faire parvenir prochainement, etc. Je pense qu'on n'a pas l'obligation, on n'aura pas l'obligation au premier jour de tout établir. S'introduire, s'installer dans une relation juridique de mandat sans avoir fait exécuter ses obligations, c'est prendre le risque que le client qui aimerait nous manipuler renacle de plus en plus à nous donner les informations nécessaires. Moi, je pense qu'il faut, et maintenant on a la chance d'avoir ce CSD qui a été mis à jour, de dire c'est ma déontologie professionnelle, parlons pas de blanchiment, mais voilà ce qu'il me faut comme information. Je pense que
le plus vite sera le mieux, mais je ne déduis pas de la loi que ça devrait être instantané. Merci beaucoup de vos réponses. Vu que le temps passe, je propose que nous mettions déjà un terme à ce second webinaire sur ce projet de loi et en particulier cette partie LBA. J'aimerais évidemment vous remercier, vous, nombreuses et nombreux, à nous avoir suivis aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que notre prochain événement est la journée de droit bancaire et financier qui aura lieu le 14 novembre. Les inscriptions sont ouvertes et le programme est indiqué sur le site du Centre de droit bancaire et financier. J'aimerais évidemment encore remercier les professeurs Benoît Chapuis et Katia Villard pour leurs explications de ce jour. Enfin, vous recevrez également un petit questionnaire de satisfaction avec les slides et les vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir.